Imaginez une greffe réussie. Une opération de survie pour raviver la flamme et maintenir à flot le paquebot FN. Mais attention, ne classez plus le parti à l'extrême droite. Marine Le Pen règle son pas sur celui de papa à la sauce populiste. Embrassant les mêmes discours, la fille d'eux n'a pas hésité à lever le voile sur les problèmes essentiels des Français et montrer son vrai visage. Ah, très drôle. Caricature ou pas, des sondages récents l'ont placée candidate préférée des jeunes. Mais pas tous. Quelques irréductibles lui sont toujours hostiles, exemple dans cette grande école parisienne qui la recevait pour un débat. Emportée par la foule, une journaliste allemande a voulu en savoir plus. Nathalie Daiber travaille pour la chaîne Arte. C'est la première campagne présidentielle qu'elle couvre. C'est vraiment quelqu'un qui m'intéresse comme Allemande. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est l'extrême droite en France en fait? Et qui est Marine Le Pen? Voilà. Cliché, pour moi, allemande, l'extrême droite est dangereuse. C'est une menace pour la démocratie, c'est une menace aussi pour l'Europe. Nous faisons entrer dans notre pays 200 000 personnes légalement par an. Voilà. Moi, je veux bien, écoutez, je suis pragmatique. On a 5 millions de chômeurs. On a 8 millions de pauvres. 5 millions de chômeurs, de gens qui cherchent un boulot. 8 millions de pauvres, 1,2 million de personnes qui attendent un logement social. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire entrer 200 000 personnes dans les logements? Les Français d'abord, c'est ça l'idée. Et ça me fait évidemment souvenir de Hitler. Bon, je ne veux pas comparer Marine Le Pen avec Hitler, mais c'était toujours les Allemands d'abord. Et ça me fait peur. Et là, j'arrive pas à comprendre. Déjà, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas interdire le FN ou pas? Moi, je ne suis pas pour remettre en cause l'avortement. Mais je dis qu'il y a des dérives et des erreurs. Cette campagne est un peu bizarre. On ne parle pas des vrais problèmes. Et pour ça, c'est comme une mise en scène. Pour moi, c'est une comédie. Parce que je m'amuse aussi un petit peu. J'imagine si j'étais française, ce serait une tragédie, en fait. Voilà, regard Reza Pounevatchi pour ce reportage. Autre personnalité politique sur le plateau de France 2012. Nous accueillons Olivier Besancenot. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et vous soutenez Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. On verra d'ailleurs dans un instant ce candidat. Quand vous entendez, vous qui vous situez à la gauche de la gauche, que les Le Pen, père ou fille aujourd'hui, finalement recueillent le plus de voix chez les jeunes, comment vous réagissez? C'est un échec pour vous, par exemple? D'abord, c'est pas complètement fait, mais en effet, il y a une partie de la jeunesse, des exploités en général, de ceux qui souffrent de la crise économique, qui peuvent se tromper de colère et qui pensent que, sans forcément être racistes d'ailleurs, qu'en votant Le Pen, ils vont niquer le système. Le monde ouvrier notamment vote pour Le Pen. Pardon d'expression. Et ils se trompent parce qu'en réalité, c'est comme quand vous utilisez une arme et vous la tenez à l'envers. Au moment où vous pressez sur le bouton, vous tirez contre vous-même. Et tout le problème avec le Front National, c'est ça. Et puis, il y a eu beaucoup de communication pour nous faire croire que Marine Le Pen, elle était vachement plus soft que son père. Dédiabolisée, oui. Voilà. Alors qu'en effet, elle a changé en partie le logiciel de l'extrême droite. On n'est plus dans la période du papa, qui était d'abord pour l'Algérie française, mais qui était des libéraux et qui, en bout de course, votaient toujours pour les réformes de droite. Elle fait de la démagogie sur le terrain de l'anticapitalisme et du nationalisme, c'est-à-dire qu'elle fait du national anticapitalisme. Ça, c'est un logiciel qui est vieux dans l'histoire de l'extrême droite, c'est celui des années 30. Donc on ne vienne pas nous dire qu'elle est plus soft que son père. On va regarder justement Philippe Poutou. Vous avez été, vous, candidat par 2 fois à l'élection présidentielle. Et puis cette année, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui vient du monde, lui, c'est le sous-ouvrier dans cette campagne. Absolument. Alors il a aussi un mode d'expression, d'extériorisation assez particulier. On va l'écouter dans un instant. Heureusement, je dors bien la nuit, mais quand je me réveille, je me dis toujours « Ah merde, je suis candidat ». C'est dit avec un humour qui tombe à plat, mais c'est tout simplement dire que c'est pas mon rêve, c'est pas une ambition personnelle. Je suis pas en train, et je suis pas en train de rêver de vouloir faire une carrière politique quand les élections sont finies. Je retourne à l'usine et je serai très content de retrouver mes collègues. On peut dire que c'est un langage qui n'a pas les codes politiques habituels. Non, c'est clair, c'est loin des codes habituels, c'est loin des codes des politiciens professionnels, mais nous on l'assume. C'est l'idée de dire que lui, quand il va retourner à l'usine, en plus de retourner à l'usine, à la différence de beaucoup d'autres candidats qui parlent de nos vies quotidiennes alors qu'ils les connaissent même pas, il va en plus continuer à militer. Puisque la marque de fabrique de notre courant, c'est justement, puisqu'on ne vit pas de la politique, c'est d'être finalement des femmes, des hommes qui avaient un boulot, qu'en cherchons un, qui sommes étudiants, qui sommes retraités, et sur la base du temps libre qui nous reste, on s'engage pour dire justement à ceux qui font carrière
clair en politique qu'ils n'ont aucune légitimité pour décider pour nous. La gauche de la gauche n'est pas parvenue à se fédérer, c'est pas déjà un échec d'elle-même. Il y a Mélenchon, il y a Artaud, il y a Poutou. Pourquoi est-ce qu'ensemble vous n'y êtes pas allés pour avoir plus de visibilité ? Nous, on aurait préféré, à l'issue de la grande mobilisation sociale qu'a connue la France sur les retraites, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait proposé, nous, une candidature unitaire portée par une figure du mouvement social, puisque quand vous êtes d'un parti, représenter les autres partis, c'est toujours un peu compliqué. À l'époque, Lutte ouvrière n'a pas voulu en entendre parler, Jean-Luc Mélenchon non plus, parce que je crois qu'il avait très envie d'être candidat déjà à l'époque. Aujourd'hui, on a Philippe Poutou qui est candidat, mais pour nous, ça ne veut pas dire que c'est complètement derrière nous. On souhaite, pour notre part, que dans quelques semaines, dans quelques mois, on puisse se regrouper, se fédérer, parce qu'il y a quand même un scénario qui est plausible maintenant, et nous on le souhaite, c'est que Sarkozy se prenne une belle pelle électorale. Voilà, ce serait juste mérité parce que ça fait 5 ans qu'on lutte contre lui. Et que Hollande soit élu. Il y aura donc un gouvernement de gauche pluriel, et à ce moment-là, on aura besoin qu'à la gauche de ce gouvernement, il y ait l'opposition la plus unitaire qui soit, on puisse retrouver le front de gauche, lutte ouvrière, et puis aussi des gens qui sont sans parti. Mais même pour porter cette proposition-là, il faut que le NPA ait un maximum de suffrages, parce que nous, on est les plus indépendants du Parti socialiste. Et cette gauche de la gauche, elle pourrait aspirer à entrer dans ce gouvernement dirigé par, présidé en tout cas par Hollande ? Justement, non, c'est tout le problème, puisqu'on a malheureusement de la mémoire. On sait ce que la gauche plurielle a fait. C'était un gouvernement qui avait privatisé plus que deux gouvernements de droite réunis sous Jospin. Vous avez raison de le souligner. Par ailleurs, des gouvernements socio-libéraux, on a vu quel type de politique était menée dans le cadre de la crise économique en Grèce ou en Espagne. C'est des plans d'austérité. Et moi, je ne fais pas la différence entre l'austérité de gauche et l'austérité de droite. Voilà, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudra être 100% indépendant du Parti socialiste, ne pas aller au gouvernement, ne pas aller non plus dans sa majorité présidentielle, et ensemble avoir suffisamment d'indépendance, c'est-à-dire de liberté, pour que les sujets avancent. Et je pense qu'il peut y avoir un scénario assez original, peut-être du jamais vu depuis 30 ans, c'est-à-dire un gouvernement de gauche institutionnelle au pouvoir, avec cette fois-ci des mobilisations sociales, parce que je crois que tous les ingrédients qu'on retrouve dans les grandes mobilisations sociales actuellement en Europe, le mouvement des indignés, c'est des ingrédients qui couvent aussi dans la société française. Ça veut dire qu'il y aura une forte opposition de gauche dans ce cas-là, même si François Hollande l'emporte. Vous êtes prêt à jouer cette opposition nous, ferme, résolue, sociale dans la rue ? Un troisième tour dans la rue, par exemple ? C'est ce qu'il faudra. Il faudra pour ça un outil, un bloc d'opposition sociale et politique pour le construire. Il ne s'agit pas de faire des copier-coller, mais je pense par exemple qu'en 1936, nos anciens, quand ils ont arraché les congés payés, c'est quand même du point de vue du patronat cette idée folle qui consiste à être payé à ne rien faire, parce que c'est ça, les congés payés, ça ne figurait pas dans le programme électoral du Front populaire, je le rappelle. Ça a été obtenu parce que nos anciens ont su faire ce qu'il fallait faire et donner du sens à la solidarité, et peut-être que c'est ça qu'il s'agit, c'est avec ça qu'il s'agit de renouer, notamment pour les nouvelles générations, parce que sinon, en effet, on se trompe de colère et on va du côté de ceux qui sont un peu haineux, c'est-à-dire l'extrême droite. Alors on va prendre quelques dossiers internationaux, mais vous parlez des indignés, on est déjà dans l'international, on les a beaucoup vus à Wall Street, on les a vus en Espagne, on les a pas vus à Paris. Non, d'abord on les a vus un petit peu à Paris, enfin suffisamment pour qu'ils se prennent des coups de matraque. Bon, c'est microscopique soit par rapport aux mobilisations que vous citiez. Moi j'ai eu le luxe de pouvoir me rendre en Espagne, en Grèce, d'aller aussi voir Occupy Wall Street. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération politique, au bon sens du terme, qui n'est pas forcément encartée, mais qui aspire à la fois à des revendications égalitaires sur le thème il y a 1% de riches qui se gavent et il y a 99% qui morflent. Et puis en même temps à l'aspiration à une nouvelle représentation démocratique. Et la seule différence qui fait qu'il y a ça dans le restant de l'Europe et pas encore en France, c'est parce que là-bas, il y a des plans de rigueur autrement plus agressifs qu'aujourd'hui en France. Mais je dis bien aujourd'hui, parce que personne n'est naïf et tout le monde sait que l'élection présidentielle passée, on a des politiciens, quel que soit le gouvernement, qui vont nous dire que finalement c'est vachement plus compliqué que prévu et que finalement on va baisser notre pouvoir d'achat. Donc si on ne fait rien, ça c'est devant nous, pas derrière. Donc il s'agit d'être disponible à ce type de mobilisation. Alors quelques dossiers internationaux. Il y a notamment actuellement, par rapport à la cause palestinienne que vous soutenez, que vous défendez, l'interdiction qui a été faite à un certain nombre de militants de se rendre sur place, donc en passant par l'aéroport d'Israël. Donc les compagnies aériennes n'ont pas laissé embarquer ces militants. Comment est-ce que vous réagissez ? C'est hallucinant. C'est hallucinant que l'impunité du gouvernement israélien puisse aller, parce que maintenant c'est devenu un rituel, aller jusqu'à imposer, sans vraiment d'ailleurs le crier haut et fort, à des compagnies pour qu'elles fassent le boulot à la place de l'État israélien. Donc solidarité évidemment avec les militants de cette cause palestinienne. Ça me rappelle la flottille de Gaza, quand on devait partir du port d'Athènes il y a quelques mois pour aller en direction de Gaza. Je me souviens qu'à l'époque c'est le gouvernement grec qui lui-même nous a empêchés de partir et nous a poursuivis jusque dans les eaux internationales. Donc la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a une espèce de complicité délirante des gouvernements occidentaux. Je rappelle que des résolutions favorables aux Palestiniens, il y en a eu 10 000 votées par la communauté internationale. Le problème, c'est de les appliquer. Et pour les appliquer, il faudrait que les gouvernements occidentaux, à commencer par le gouvernement français, utilisent ces moyens de pression politiques, diplomatiques, financiers contre le gouvernement israélien pour faire en sorte que ces résolutions soient enfin appliquées. Si François Hollande est élu, quel changement majeur attendez-vous de sa politique internationale ?
On pourrait par exemple prendre cette première mesure-là. Est-ce qu'il est prêt à utiliser des moyens de sanction contre le gouvernement israélien ? C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Malheureusement, même dans ce domaine, je crois qu'il ne faudra rien attendre d'autre que l'alternance. Et ce qu'il faudrait attendre, c'est finalement de rompre avec ce qui a été la politique de l'État français dans tous ces domaines internationaux, c'est-à-dire la politique de cet État qui donne des leçons à la planète entière et qui est finalement... je dirais qu'il devrait bien commencer par balayer devant sa propre porte. C'est quand même un État qui continue à faire la pluie et le beau temps en Afrique, avec la France-Afrique, qui continue à envoyer des troupes militaires à l'étranger, en Afghanistan, qui continue à avoir un budget militaire énorme, qui continue à vendre beaucoup d'armes dans le monde. Et quand j'entends certains candidats, au moment des événements terribles et haineux de Toulouse et de Montauban, dire il va falloir s'attaquer au trafic des armes, sous-entendu dans les quartiers, dans les cités, parce que c'est toujours dans les quartiers et les cités qu'il y a des armes, à les écouter. Moi, je rappelle que l'État français en vend beaucoup. Il y a eu un grand conflit militaire, la Libye. Je peux vous dire qu'il y a un grand groupe militaire qui a fait gagnant-gagnant, c'est Dassault, pour ne pas le nommer, qui a armé successivement Kadhafi, puis l'armée française. Dans ces cas-là, vous perdez rarement. Est-ce que vous donnez un satisfait à Nicolas Sarkozy pour ce qu'il a fait justement en Libye, faire tomber Non, sûrement Kadhafi, pas. Non. D'abord parce que le même, en quelques mois, a transformé un odieux dictateur qu'il était au moment de l'intervention. Puis c'était quelques mois avant celui qu'on accueillait à l'Élysée. Donc non, même dans ce domaine, j'attends rien de Sarkozy. Puis parce qu'au-delà de la Libye, il y a un processus auquel je suis extrêmement attaché avec d'autres militants du NPA et d'autres d'ailleurs au-delà de nos rangs. C'est le processus des révolutions arabes parce que c'est un processus. Vous êtes déçu par l'évolution, le fait qu'on attendait des démocraties et qu'il y a quand même, on parle beaucoup de la charia. Non, parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre en Tunisie au moment du début de la révolution. Et je me souviens d'avoir discuté avec nos militants qui ont vécu dans la clandestinité pendant très longtemps et qui m'ont dit la chose suivante. Olivier, la révolution, c'est pas le fait d'un jour, c'est pas le fait d'un soir, pas même d'un grand soir, c'est un processus avec des hauts, des bas. Et à l'époque, ils m'ont dit, on a eu Ben Ali, ça va être un processus très long. On va connaître de nouvelles défaites, mais en tous les cas, on a pris confiance, nous, le peuple, dans nos propres forces, parce qu'on a été capable de déboulonner cette dictature. Et il y a autant d'aspirations démocratiques que d'aspirations sociales. Je le dis et je le répète, on ne peut pas comprendre le processus des révolutions arabes si on ne comprend pas la crise économique de 2008, parce qu'à l'époque, les investisseurs se sont retirés des bulles spéculatives de l'immobilier, ont été spéculés sur les matières premières, et ça a expliqué la flambée des prix en 2010 et les émeutes de la faim. Et on ne comprend pas les révolutions arabes si on ne se rappelle pas non plus les émeutes de la faim. Donc il y a autant de questions sociales que de questions démocratiques. Et pour terminer, je dirais qu'il y a deux visages de la contre-révolution face au peuple arabe qui sont en mouvement actuellement. C'est à la fois évidemment le visage des dictateurs qui sont toujours en place et aussi le visage de la contre-révolution impérialiste, c'est-à-dire de ces puissances occidentales qui ne viennent jamais pour le peuple, mais pour récupérer les richesses. En Syrie, c'est une pression diplomatique qu'il faut, ou c'est une intervention des couleurs humanitaires, bref, une présence de cette communauté internationale pour faire tomber Bachar el-Assad? Une intervention militaire, sûrement pas, pour les raisons que j'étais en train d'évoquer. Et je crois que le peuple syrien a ses propres modalités d'action, a ses propres modalités de résistance, organise des combats, organise des manifestations, organise des grèves générales. Il y a des manifestations qui se produisent en France où on n'est pas suffisamment nombreux pour marquer cette solidarité concrète. La communauté internationale, elle devrait là aussi utiliser des moyens de pression politiques, diplomatiques, économiques. Pourquoi pas même armer et donner des armes à la résistance, mais je dirais le faire sans contrepartie, parce que tout le problème des puissances occidentales, c'est ça, c'est qu'elles attendent longtemps pour avoir la résistance qu'il lui faut, donner des armes, mais toujours avec des contreparties politiques, économiques et financières. Et c'est pas ça qu'on a en droit d'attendre par rapport à ce peuple qui mène une lutte qui nous déstabilise et qui nous ramène, je dirais, à peu de choses par rapport au combat qu'on mène ici actuellement. Alors, il y a une partie du public de TV5 Monde, devant lequel vous vous exprimez, qui font partie de ce qu'on appelle les expatriés, c'est-à-dire qu'ils sont allés travailler ou ils travaillent dans d'autres parties du monde. Ils vont d'ailleurs participer à cette élection directement, plus d'1 million de personnes. Il y a un autre aspect, ce sont les exilés fiscaux. Vous savez, ceux qui sont partis pour éviter de payer les impôts en France. Quelle est la position du nouveau parti anticapitaliste là-dessus? On va changer le nom du parti, il est compliqué à dire. Il va falloir que vous appreniez à le dire, c'est tout. Ou alors vous changez de nom du parti, je sais pas. On verra, on trouvera un accord, on fera une petite table de négociation. Non, nous, les exilés fiscaux, écoutez, pardon de le dire, mais depuis que je suis gamin, j'entends des gens pleurnicher pour nous expliquer qu'on taxe trop les riches en France et qu'ils sont obligés de partir. Et puis alors là, dès qu'il y a une petite mesure fiscale qui consiste à taxer les richesses, on nous explique que tous les capitalistes vont partir je ne sais où, voire en Suisse. Qu'ils partent. Nous, on est pour la liberté de circulation. Des sans-papiers comme des riches. Donc vous voyez, on est égalitaire même dans ce domaine-là. Par contre, les vraies richesses, elles pourraient rester en France. Parce que les vraies richesses, c'est qui les produit? C'est une majorité de la population avec sa force de travail manuelle ou intellectuelle. C'est 90% de la population. Or, nous, on donne une valeur ajoutée aux choses qu'on crée au quotidien, aux services qu'on rend.
Et quand vous faites la différence entre la valeur ajoutée des choses qu'on crée et notre salaire, il y a une sacrée différence. C'est nous tous qui sommes spoliés. Et la fiscalité, c'est qu'une toute petite arme pour récupérer ce qu'on nous a spolié. Donc les larmes de crocodile de la droite qui consistent à dire dès qu'on taxe, tout le monde se barre. Écoutez, moi, ça fait 30 ans que j'entends ça. La réalité, c'est que l'imposition en France n'a jamais été aussi faible pour les plus riches. Il faut juste partir de ça. La réalité fiscale en France, c'est que plus tu as d'argent, plus tu as du pognon et moins tu es taxé. Le taux d'imposition réel en France pour 90% de la population, il est autour de 40%. Les 0,1% les plus riches, ils payent que 20%. Donc il faudra faire une révolution fiscale, même dans ce domaine-là. Merci Olivier Besançon d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut imaginer dimanche soir de vous voir sur une tribune à côté de François Hollande pour appeler à voter pour lui ? Non, mais par contre, vous me verrez le 1er mai dans la rue pour réclamer qu'on puisse battre Nicolas Sarkozy. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, on sait qu'on peut utiliser un bulletin de vote pour battre quelqu'un, mais on est des millions maintenant à penser ça qu'au deuxième tour, on vote plutôt contre que pour, parce qu'on sait que dans quelques semaines, il faudra continuer à mener un combat et on ne donnera pas de chèque en blanc au Parti socialiste, quoi qu'il en soit. Merci d'être venu sur ce plateau de France 2012. Merci à vous donc soutien de Philippe Poutou.